Le carbone, c'est l'ossature de la molécule organique. Toute l'architecture de la molécule est construite autour de l'atome de carbone. Il est donc nécessaire de s'attarder un petit peu sur cet atome pour comprendre la structure des molécules organiques, la géométrie des molécules organiques et avoir une idée spécifique sur la réactivité de ces molécules, connaissant cette géométrie. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé par la partie hybridation. L'hybridation, c'est une combinaison linéaire à partir des orbitales atomiques des différents atomes. Donc, rapidement, dans un atome, comme vous le savez, l'atome est constitué d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Et ces électrons, vu les interactions entre les électrons et le noyau, et entre les électrons entre eux, des équations donc nous permettent de définir la position ou le domaine où on peut trouver les électrons autour du noyau. Ce domaine, c'est ce qu'on a appelé l'orbital. Donc l'orbital, c'est un domaine de probabilité de présence de l'électron. On ne connaît pas sa position et sa vitesse avec exactitude, mais on connaît un domaine où on peut trouver l'électron. Ce domaine, l'orbital, par recouvrement d'orbital de deux atomes, on peut former des liaisons. Pensez à fermer les micros, s'il vous plaît. Désactivez les micros, comme ça, il n'y ait pas d'interférence. Très bien, merci. Donc, c'est le recouvrement d'orbital atomique qui contient les électrons qui permet de former les liaisons entre les atomes. Donc, on a vu les orbitales hybrides, sp3, sp2 et sp, qui permettent de construire les liaisons autour de l'atome de carbone. Et bien sûr, ces hybridations nous permettent de voir la géométrie. Une hybridation sp3, c'est une géométrie tétraédrique. Une hybridation sp2, c'est une géométrie plane et triangulaire. Une hybridation sp, c'est une géométrie linéaire. Aujourd'hui, on va continuer sur cette partie donc concernant l'atome de carbone correspondant à notre molécule et on va s'intéresser plus particulièrement à l'étude des liaisons chimiques. Donc, on a dit que la liaison, normalement, se fait entre deux atomes. Cette liaison, la plupart du temps, est obtenue par recouvrement d'orbitales atomiques qui contiennent les électrons. Parce qu'au niveau des atomes, ils vont être dans un état stable quand la couche externe est remplie ou est pleine d'électrons. C'est le cas des gaz rares. Les gaz rares, c'est la dernière colonne dans le tableau périodique. Et pour les gaz rares, la couche externe est pleine. Ils n'ont pas besoin d'électrons. Ils ne sont pas réactifs, ce type d'atomes. Par contre, les autres, chaque atome aura tendance à gagner ou à céder, à prendre ou à donner des électrons pour avoir une couche externe pleine. Donc, à partir de là, on obtient des liaisons entre les atomes et c'est ce qui nous permet d'avoir des molécules. Donc, s'il n'y avait pas cette tendance des atomes à acquérir des électrons, à chercher des électrons, on n'aurait pas des molécules constituées de plusieurs atomes. Alors, on peut distinguer plusieurs types de liaisons. On va commencer par ce qu'on appelle la liaison covalente. La définition, elle correspond à la mise en commun d'un ou de plusieurs couples d'électrons entre les deux atomes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ici, dans cet exemple, vous avez la molécule H2. C'est une molécule constituée de 2 atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène Z égale à 1. Sa configuration électronique 1s1. Il a un électron dans sa couche externe. Pour remplir sa couche externe, il a besoin d'un deuxième électron. S'il obtient ce deuxième électron, sa couche externe sera pleine. Donc, quand on prend l'hydrogène avec son électron, un autre hydrogène avec son électron, eh bien, les deux hydrogènes, en partageant les deux électrons, chacun d'eux va avoir 2 électrons dans sa couche externe. Et on forme donc la liaison entre les deux hydrogènes. On obtient la molécule H2. Dans cette liaison, chaque atome apporte un électron. Et les deux atomes vont partager ces 2 électrons. Chaque atome arrive avec son électron. Et quand la molécule est formée, les 2 électrons appartiennent en même temps aux 2 atomes. C'est ce qu'on va appeler la mise en commun d'un ou de plusieurs couples d'électrons entre les 2 atomes. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler liaison covalente. C'est bon jusque-là? Vous avez le partage d'écran et vous m'entendez? Oui, monsieur. On continue alors. Oui, monsieur. Alors, dans la liaison covalente, on va en distinguer 2. La liaison covalente sigma. La liaison covalente sigma. Donc, nous l'avons déjà vu. Elle correspond à une mise en commun d'électrons par un recouvrement d'orbital atomique, mais ce recouvrement d'orbital atomique est axial. C'est le cas des orbitales hybrides, ici par exemple sp3 et sp3. Un recouvrement d'orbital atomique donc, nous donne une liaison sigma, ou éventuellement, si vous avez 2 orbitales s, si on prend les 2 hydrogènes, un hydrogène avec son orbital 1s qui contient un électron, le deuxième hydrogène aussi avec son orbital 1s qui contient l'électron, et donc le recouvrement des orbitales atomiques nous donne ici la liaison sigma entre les 2 hydrogènes, une liaison sigma. Donc là, c'est ce qu'on appelle liaison covalente sigma. Elle est obtenue par un recouvrement axial. Axial, c'est-à-dire l'axe, c'est au niveau de l'axe de la liaison entre les 2 atomes. Alors, puisque cette liaison se fait selon l'axe, le recouvrement est maximum entre les 2 orbitales atomiques. On a un grand recouvrement entre les 2 orbitales. Le grand recouvrement va nous donner une liaison forte. Qu'est-ce qu'on va appeler liaison forte ou liaison faible? Entre 2 atomes, il y a une liaison, donc on va considérer comme s'il y a quelque chose qui retient les 2 atomes. Cette liaison va être forte s'il faut beaucoup d'énergie pour séparer les 2 atomes. La liaison sera faible si un minimum d'énergie permet de séparer les 2 atomes. Alors, ceci est très important dans la réactivité chimique, parce que l'objectif de la chimie, c'est de synthétiser ou de préparer de nouvelles molécules qui peuvent avoir un intérêt pour l'humanité ou pour la science. Et quand on veut faire une réaction chimique, la réaction est accompagnée par des coupures
de liaisons et des formations de nouvelles liaisons. Et donc, bien sûr, cette notion de liaison forte ou liaison faible va amener des réactions à se faire plus facilement, plus rapidement, avec un meilleur rendement que d'autres réactions. Donc, quand on a une liaison forte, c'est difficile de casser la liaison et donc faire la réaction. Par contre, avec une liaison faible, ça sera beaucoup plus facile de faire la réaction. Donc ça, on va le voir par la suite. C'est important au niveau de la réactivité. Le recouvrement axial et donc la liaison sigma, du moment qu'elle se fait selon l'axe entre les deux atomes, elle va permettre une rotation autour de cette liaison. Alors, si vous prenez ici l'exemple de l'éthane, donc l'éthane, 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Ici, vous avez un carbone hybridé sp3. Il a 4 liaisons, 2 liaisons dans le plan, une liaison en avant et une liaison en arrière. De la même façon, ce carbone est hybridé sp3 et il a les 4 liaisons de la même façon. Donc, quand on regarde les 2 atomes, les 2 carbones, alors sur le premier carbone, nous avons ici l'hydrogène qui est dans le plan. Sur le deuxième carbone, cet hydrogène est aussi dans le plan et il est ici dans la même direction que cet hydrogène. Les 2 hydrogènes sont dans la même direction. Et quand on compare les 2 autres hydrogènes, on va voir que l'hydrogène en avant, ici, il est dans la même position que cet hydrogène. L'hydrogène arrière est aussi dans la même position que l'hydrogène sur le premier carbone. Alors, nous avons une liaison sigma, ici, entre les 2 atomes de carbone. On a dit que la liaison sigma autour de l'axe, elle permet, c'est-à-dire autour de cette liaison, on va pouvoir tourner ici. Alors, si on fait cette rotation, c'est-à-dire cet hydrogène, on va faire une rotation de 180 degrés. Donc, cet hydrogène qui était ici dans le plan en haut, en faisant une rotation de 180 degrés, il va être dans le plan, mais ici vers le bas. C'est la même chose donc quand on fait une rotation, tout est lié. Quand cet hydrogène tourne, en même temps, cet hydrogène tourne aussi, et cet hydrogène tourne aussi. On aura donc un hydrogène qui va être en haut et vers l'arrière, et un hydrogène qui va être en haut et vers l'avant. Donc, entre ces 2 molécules, la différence se trouve au niveau des positions des hydrogènes qui est obtenue par une rotation. Ce n'est pas une réaction chimique. C'est toujours la même molécule, mais c'est tout simplement une rotation au niveau de la molécule. Si on veut considérer ce système, pourquoi c'est la même molécule, ce n'est pas une réaction, c'est comme si vous considérez en tant que personne. Donc, quand on bouge, quand je marche, par exemple, donc il y a un mouvement des pieds et un mouvement des mains. Mais je suis toujours la même personne. C'est tout simplement des mouvements au niveau du corps. Ben, c'est la même chose au niveau de la molécule. La molécule n'est pas toujours statique. Il peut y avoir des mouvements au niveau de la molécule. C'est cette rotation. Donc là, la rotation, elle est dynamique.
On peut le voir dans la projection de Newman. Connaissez-vous la projection de Newman? Oui? Non? Non. Non, monsieur, non. D'accord, très bien. Donc, on va voir rapidement ce que c'est qu'une projection de Newman. Donc, ici, je vais reprendre l'éthane. Alors, pour faire la projection de Newman, on va regarder la molécule. Bon, une projection, c'est une façon d'écrire la molécule, mais de façon à respecter les positions des atomes les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est une projection. Ça aussi, c'est une projection de la molécule. La première, c'est une projection spatiale. La deuxième, c'est une projection de Newman. Alors, pour réaliser la projection de Newman, on va regarder la molécule dans l'axe de la liaison carbone-carbone. C'est-à-dire, je vais regarder la molécule dans ce sens. L'observateur, il regarde la molécule dans l'axe carbone-carbone. Et on va dessiner ce qu'on voit. Alors, en même temps, on va placer un écran au milieu de la liaison. Donc, par rapport à cet écran, on voit ce carbone par rapport à l'observateur. Ce carbone, on le voit en avant par rapport à l'écran. Et ce carbone, on le voit en arrière par rapport à l'écran. Eh bien, cet écran, on va le dessiner sous forme d'un cercle. Et on a le carbone qui est en avant, on va le voir devant le cercle, c'est ce carbone, donc je le représente par un point. Et le carbone qui est en arrière, celui-là, on va le voir caché par le cercle. On va commencer par le premier carbone, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ce carbone? Je vois une liaison ici dirigée en haut, une liaison dirigée en haut. Je vois une liaison ici qui est vers l'avant, mais si je regarde de ce côté, je vais la voir à gauche. Je la vois comme ça. Et j'ai une liaison vers l'arrière. Si je la regarde toujours de ce côté, je la vois ici. J'ai donc les trois liaisons pour le carbone qui est en avant par rapport au cercle. Maintenant, pour le deuxième carbone, qui est vers l'arrière. Pour ce carbone, il se trouve derrière le cercle. Il est caché par le cercle. Donc, je le vois derrière cet atome, ici. Derrière, en arrière. Donc, toujours en regardant de ce côté, cette liaison, je la vois en regardant ici, je la vois vers le haut, mais elle est derrière le cercle. Derrière le cercle, donc je me place derrière le cercle et je vois la liaison vers le haut. La liaison qui se trouve vers l'avant sur ce carbone, toujours en regardant dans ce sens, je la vois ici, de ce côté, mais toujours derrière le cercle. Si j'arrive à noter, je la vois de ce côté. Donc, elle est cachée
par le cercle, il n'y a qu'une partie qui apparaît. De la même façon, la liaison qui est ici vers l'arrière, toujours en regardant de ce côté, eh bien, je vais la voir derrière le cercle dans cette zone-là. Ça me donne donc ce qu'on appelle la projection de Newman. Donc, cette projection, c'est ce qu'on retrouve ici. Pardon. Donc, c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc, on a un hydrogène qui se trouve en arrière du plomb, c'est celui-là, et un hydrogène qui se trouve en avant, c'est celui-là. Donc, bien sûr, si je regarde ma molécule de ce côté. Dans l'autre exemple, ici, donc si je regarde ma molécule de ce côté-là, cet hydrogène, je le vois ici. Et donc, cet hydrogène, donc pour que je reste dans la même projection, on regarde plutôt de ce côté-là. Donc, je refais la projection, puisque cet hydrogène qui est vers le haut, donc ça veut dire que je regarde ma molécule de ce côté-là. L'observateur se place ici et il regarde le long de la liaison carbone-carbone. Donc, en avant du plan, donc si je mets le plan ici au milieu, c'est ce que je représente par le cercle. En avant, j'ai cet hydrogène, c'est celui-là. Et sur le carbone en arrière, cet hydrogène est dirigé vers le bas. C'est ce que je retrouve ici. L'hydrogène dirigé vers le bas. Donc voilà un petit aperçu sur la projection de Newman. On aura l'occasion de revoir cette projection avec d'autres projections des molécules organiques et ça nous permettra donc de voir plus en détail les projections. Mais surtout, l'intérêt de la projection, c'est de montrer les positions des atomes les uns par rapport aux autres. Et ces positions sont importantes pour comprendre les propriétés des molécules, mais aussi pour expliquer et comprendre la réactivité entre les différentes molécules. Donc, on revient à la liaison covalente. On a vu qu'on a la liaison covalente de type sigma. On a aussi la liaison covalente de type pi. La liaison covalente de type pi, elle correspond à un recouvrement d'orbital atomique, mais cette fois, le recouvrement est latéral. Entre deux atomes de carbone, j'ai l'orbital P de PZ, par exemple, et sur un deuxième atome de carbone, j'ai aussi l'orbital de PZ. Les deux orbitales doivent être parallèles pour avoir un recouvrement maximum. Donc, le recouvrement entre ces orbitales atomiques va me donner un nuage électronique entre les deux atomes et qui constitue une liaison entre les deux atomes. Je vais donc avoir un nuage électronique entre les deux atomes. Ce nuage électronique, c'est ce qu'on appelle la liaison pi. De la même façon que la liaison sigma,
on parle de liaison covalente, ça veut dire mise en commun d'électrons. Le premier carbone apporte un électron, le deuxième carbone apporte un électron, et avec ces deux électrons, on va former la liaison. Une fois que la liaison est formée, les deux électrons sont partagés entre les deux atomes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente pi. Dans l'exemple que vous avez ici, ça correspond à une double liaison. Donc dans l'éthylène, quand vous formez deux liaisons entre deux atomes, entre l'atome de carbone et l'atome de carbone, la première liaison qu'on peut former entre deux atomes, c'est une liaison obtenue par un recouvrement axial. Donc la première liaison, c'est un recouvrement axial. La première liaison qui se forme entre deux atomes, c'est une liaison sigma. Une fois qu'on a une liaison sigma, la deuxième liaison ne peut pas se faire selon le même axe, puisqu'il y a déjà des orbitales. Eh bien, la deuxième liaison ne peut se faire que par un recouvrement latéral. Donc ici, la deuxième liaison se fera par un recouvrement latéral, un recouvrement entre ces orbitales. C'est le recouvrement que nous avons ici et qui nous donne la liaison pi. Donc la deuxième liaison, c'est un recouvrement latéral, c'est donc une liaison pi. Les deux liaisons sont covalentes parce qu'au niveau de chaque liaison, ici le carbone apporte un électron, le deuxième carbone apporte un électron. Mise en commun de deux électrons, c'est une liaison covalente. Dans la liaison pi, le carbone a un électron, le deuxième carbone a aussi un électron, et on forme donc la liaison pi par mise en commun de deux électrons. Les deux électrons au niveau des orbitales, dans l'orbital sp2, un électron, dans l'orbital sp2 du deuxième carbone, un électron. La mise en commun, ça donne la liaison. En même temps, dans l'orbital p, un électron dans le premier carbone, un électron par le deuxième carbone. La mise en commun de ces deux électrons nous donne la liaison pi. Donc, entre ces deux atomes, nous avons une mise en commun de deux couples d'électrons. Deux couples d'électrons. Un couple va nous donner la liaison sigma et un couple va nous donner la liaison pi. Alors, la liaison pi, c'est une liaison qui est relativement plus faible que la liaison sigma. La liaison pi est une liaison plus faible que la liaison sigma. Donc là, c'est ce que peut observer dans ce schéma. La liaison sigma, donc elle correspond à un recouvrement axial, un recouvrement maximum, liaison forte. La liaison pi, c'est un recouvrement latéral. Le recouvrement latéral est plus faible que le recouvrement axial, c'est une liaison plus faible. Donc la liaison pi peut réagir plus facilement que la liaison sigma. Donc voilà en ce qui concerne la liaison covalente. La liaison dative, qu'on appelle aussi liaison de coordination ou liaison donneur-accepteur. Alors pour cette liaison ou ce type de liaison, donc on a dit qu'au niveau de la formation d'une liaison, il y a deux électrons partagés entre les deux atomes. Dans la liaison covalente, les deux électrons qui forment la liaison, chaque atome apporte un électron. On l'a appelé mise en commun. Mais on peut former des liaisons sachant que les deux électrons appartiennent au même atome. L'exemple ici, quand vous prenez NH3, donc l'azote, comme vous le savez, a un doublet libre.
Le doublet libre, ce sont 2 électrons. Et quand vous avez H+, le proton, H+, c'est l'hydrogène qui a perdu son électron. Donc, H+ a besoin de 2 électrons pour remplir sa couche externe. L'azote possède ces 2 électrons.